Prévu ce jeudi, ils exigent le paiement de leur indemnisation. Ces sinistrés ne donnent pas foi aux assurances du directeur du CICES. Ils révèlent que depuis des mois, Cheikh Ndiaye ne répond pas à leurs appels et comme si ce n'est pas suffisant, il communique à travers les médias pour donner des informations que lui seul détient. Le collectif des sinistrés de l'édition 2015 de la FIDAK a fait face à la presse ce mercredi. C'était en présence de Ababakar Sadir Top. Nous continuons à faire des démarches pour indemniser les sinistrés. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, le dossier est très en avance et j'espère très bien que bientôt les sinistrés seront indemnisés. On n'a reçu aucune information officielle venant de la part ni du CICES, ni du gouvernement, ni de l'agence judiciaire de l'État jusqu'à ce moment où je vous parle. Il utilise les médias pour nous informer alors que il nous avait dit que si nous voulons parler avec eux, nous devons les appeler et non parler aux médias, alors qu'ils le font. Vous l'avez sans nul doute constaté. Les images parlent d'elles-mêmes. Le conflit entre les autorités du CICES et les sinistrés du pavillon vert est loin de connaître son épilogue. Le porte-parole des victimes ne mâche pas ces mots. Si on applique le droit et si nous étions dans un pays de droit et si on respecte les Sénégalais, le directeur général n'allait pas organiser une autre FIDAK. Parce qu'une foire non assurée, c'est lui seul qui a organisé une foire qui n'a pas été assurée. La foire internationale de Dakar ouvre ses portes ce jeudi 24 novembre. N'eût été le khalife général des Mourides, le pire pourrait arriver. Notre ultime plan était d'entamer une grève de la faim le jour de l'ouverture de la 25e FIDAK, c'est-à-dire demain, mais le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, nous en dissuade. Depuis 11 mois, les sinistrés de nationalité sénégalaise peinent à être indemnisés. Mais parallèlement, les autres nationalités telles que les Syriens, les Égyptiens, de même que les Pakistanais, sont déjà dédommagés. D'autres qui ne sont pas contents, il s'agit des enseignants du supérieur. Le SAES est en grève à partir de ce mercredi pour 2 jours. Les camarades de Seydi Ababakar Ndiaye exigent de meilleures conditions de travail, un mot d'ordre bien respecté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toutefois, les étudiants soulignent que le moment est mal choisi puisque beaucoup d'entre eux n'ont pas encore bouclé leur second semestre. Djiby Sarr a fait un tour sur place. Regardez. C'est encore parti pour une série de perturbations à l'UCAD. Le SAES a entamé une grève de 48 heures non renouvelable. Un mouvement bien respecté par les enseignants du supérieur section UCAD. On a fait un petit pointage, fini un petit pointage ce matin aux alentours de 10h45 et, dans toutes les facultés, écoles et instituts. Et il se trouve qu'excepté les collègues qui sont affiliés à d'autres syndicats ou les collègues vacataires, 92% des enseignants ont suivi le mot d'ordre. Pour éviter une année académique sans perturbation, les enseignants précisent qu'une première évaluation va être faite les jours à venir. Sur ce, ils invitent l'État du Sénégal à plus de discussions. Ce que nous espérons, nous, aujourd'hui, c'est que les autorités soient assez proactives, qu'elles soient dans l'écoute, qu'elles soient dans la discussion, pour que nous puissions ensemble trouver les solutions idoines et aller vraiment vers une année apaisée. Du côté des étudiants, les motifs de ce mouvement sont légitimes, mais le moment n'est pas opportun. Ce n'est pas une chose, en tout cas, que nous saluons. Parce que déjà, dans notre faculté, nous sommes en période de la session unique. Aujourd'hui, les étudiants sont taxés d'être des grévistes et que des enseignants reviennent encore en cette période de l'année pour démarrer avec une grève. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Tout à fait le contraire si l'on se fie aux enseignants. Le moment n'est jamais opportun pour partir en grève, d'accord, mais lorsque les décisions sont prises, c'est vraiment à partir d'une analyse de la situation, très objective, parfois même, j'allais dire, scientifique de la situation, qui nous fait croire que si nous sommes dans l'inaction, dans l'inertie, les conséquences peuvent être autrement plus graves. La précarisation des conditions pédagogiques et le non-respect de la dignité du personnel d'enseignement et de recherche sont les motifs de la grève du SAES. C'est pourquoi les étudiants vont devoir attendre encore 24 heures pour regagner les amphithéâtres.
En bref, affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz fera face au juge le 1er décembre prochain. Pour coup mortel, son dossier est sur la table de la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Il y a quelques jours, les députés avaient voté la levée de l'immunité parlementaire du maire de Mermoz Sacré-Cœur. 62 étaient pour, 14 contre et 4 s'étaient abstenus au cours de la plénière. Le renouvellement du Conseil national de la jeunesse se prépare, prévu les 9, 10 et 11 décembre prochains. Le Conseil régional de la jeunesse de Dakar porte son choix sur le candidat Khadim Diop. Selon Moussatine, ce dernier remplit tous les critères pour diriger cette structure. Le président du CRJ s'exprime au micro de Papa Ndiaye. On a porté notre choix sur Khadim parce qu'on a vu en lui des qualités humaines. On a vu en lui quelqu'un qui rêve de rehausser le drapeau de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que la jeunesse représente 70%, environ 70% de la population. Et ça, ce n'est pas négligeable. Nous, notre combat, c'est qu'on ait une jeunesse responsable. C'est d'avoir une jeunesse qui prendra ses responsabilités. Parce qu'on ne veut pas d'une jeunesse bagarreur. Aujourd'hui, Khadim Diop a fait renaître l'espoir dans la jeunesse. Il nous a présenté un programme vraiment fiable, un programme plein d'ambition. Donc, c'est la raison pour laquelle la région de Dakar a décidé de soutenir sa candidature. Je vous l'annonçais en début d'édition, la situation carcérale du Sénégalais Samba Kane, détenu aux États-Unis à Denver, inquiète l'organisation African Leadership Group basée en Amérique. Le président de cette structure lance un appel aux autorités sénégalaises afin qu'elles prennent langue avec celles américaines. Pour obtenir le transfèrement de Samba Kane, Papa Mari Taoudia affirme que d'autres Sénégalais vivent les mêmes difficultés. Le président de Horizon Sans Frontières, pour sa part, indique que le Sénégal doit avoir une démocratie beaucoup plus forte. Un travail de Côte d'Indiaï. Condamné pour crime aux États-Unis depuis 1998, le Sénégalais Samba Kane croupit en prison dans l'État de Colorado, 18 ans aujourd'hui. Suffisant pour l'organisation African Leadership Group de demander son transfèrement dans les prisons sénégalaises pour plus d'aide et d'assistance. La première chose à faire, c'est que le Sénégal puisse adhérer à la ratification à la Convention de l'Union européenne pour le transfert de prisonniers à partir des États-Unis au Sénégal. Donc il y a une convention bilatérale qui est entre les États-Unis et le Sénégal et une convention multilatérale où le Sénégal doit passer par l'Union européenne. Le président de Horizon Sans Frontières fait quant à lui appel à la diplomatie sénégalaise pour obtenir un tel transfèrement. Il faut relever la diplomatie sénégalaise, encore une fois, à la hauteur des défis. Les Sénégalais souffrent le martyre, il n'y a aucune assistance scientifique. Et vu aujourd'hui le vide juridique, je crois que nous n'avons plus besoin. Il faut que l'État soit plus fort, la diplomatie soit plus forte dans les actes que dans les paroles. Au-delà du cas Samba Kane, d'autres Sénégalais souffrent le martyre dans les prisons américaines, selon ce Sénégalais vivant aux États-Unis. J'ai amené un Sénégalais qui avait vécu au Colorado pendant 30 ans et il s'est retrouvé avec une jambe amputée, sans abri dans la rue. Donc en venant, j'étais obligé de faire des arrangements pour l'amener auprès de sa famille. Et en dehors de ce cas, on a aussi un autre jeune Sénégalais qui est emprisonné dans le Texas pour 50 années d'emprisonnement. Tout simplement parce qu'il a commis un vol avec arme blanche. Samba Kane est condamné à perpétuité pour le meurtre de Nigérian en 1998. 18 ans après, Organisation des droits de l'homme et société civile s'activent pour obtenir son transfèrement au Sénégal. Ce d'autant plus que le pays de la Teranga a déjà accueilli sur son sol des prisonniers étrangers venant du Guantanamo. Et nous changeons de registre. Presque chaque jour, dans les rubriques faits divers et relatés des cas de violences faites aux femmes, déficit d'information ou méconnaissance des lois internationales qui protègent les victimes. Le constat est que le traitement de l'information relative à ces faits par la presse reste superficiel. Durant 2 jours, 20 journalistes vont être sensibilisés et formés. Un programme qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre, initié par l'Institut Panos. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus.
Les abus faits aux femmes sont régulièrement traités dans les médias. Le plus souvent, il s'agit de cas de violence physique inscrits dans les rubriques faits divers, un style qui tend vers la dérision et même la banalisation. Cette formation des journalistes sur les violences basées sur le genre vise à changer la donne. On en parle toujours dans les rubriques faits divers. Les journalistes ne prennent pas le temps d'aller au fond des choses pour savoir la cause de ces violences basées sur le genre, alors qu'il faut qu'il y ait un suivi pour lutter contre ces phénomènes. Selon une étude du GEST, groupe d'études et de recherche genre et société, le taux de prévalence des violences basées sur le genre est de 52,6% au sein des ménages et 29,6% dans les milieux de formation. Ainsi, ce projet de l'IPAO, Institut Panos Afrique de l'Ouest, vise à montrer aux femmes leurs droits, mais aussi à les donner du courage pour qu'elles puissent dénoncer les violences qu'elles subissent. En leur montrant leurs droits, en leur disant que nous vous soutenons, vous avez un recours, elles seront encouragées à se plaindre, à porter plainte contre ceux qui leur font violence. Et voilà pourquoi il faut que les journalistes s'approprient cet atelier pour qu'ils puissent vraiment diffuser l'information auprès des populations, que les victimes vraiment soient en confiance et aillent à la justice ou bien auprès des ONG qui s'en chargent pour porter plainte. Les violences sous leurs différentes formes touchent toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur statut social, leur âge. Mais c'est chez les enfants que ces violences prennent des dimensions plus graves. Pendant 2 jours, ces journalistes vont être outillés sur les violences basées sur le genre pour un traitement de qualité. Intéressons-nous à présent à la dot, communément appelée Mbaye Boundjuk, voilà j'y arrive. Elle est devenue une affaire d'argent. Au Sénégal, situation qui oblige beaucoup d'hommes à rester célibataires ou à faire dans l'illégalité. Une pression sociale dénoncée par bon nombre de personnes. Selon elle, les parents marchandent leurs enfants avant de les donner en mariage. Des hommes rencontrés par nos reporters leur demandent de se conformer aux recommandations de l'islam. Un sujet de Luis Tinasanya. La dot est devenue une affaire économique au Sénégal. Plus question pour les mamans d'encaisser des sommes symboliques. Pour qu'elles donnent en mariage leur fille, il faut compter 500 000 francs et plus. Aïdara Diallo, victime de cette pratique, explique. Pendant 2 ans, 3 ans. J'ai été en couple pendant 2 ans avec une fille. Au moment de décider de me marier avec elle, j'ai été allé voir son père qui m'a donné son accord. Le soir, j'ai donné 300 000 francs comme dot, mais la fille trouvait cette somme insuffisante. Elle m'a demandé 500 000 francs. J'ai failli vendre mon écran plan à 200 000 francs pour combler la somme. Mais finalement, je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. 200 000, complète comme 500 000, mais après, je suis solution. Commerce ou business, les hommes dénoncent ce comportement qui les empêche de prendre femme. Ils demandent aux parents de se conformer aux recommandations de l'islam. Aujourd'hui, les filles se vendent. On ne respecte plus les exigences religieuses, car fixer une somme extravagante, c'est trop. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne respecte plus les recommandations religieuses. Maintenant, ce sont les familles, surtout les femmes, qui fixent les prix et les hommes sont appelés à aller chercher cette somme. Ce qui fait qu'il n'y a presque plus de baraka dans les mariages et finalement, c'est le divorce qui s'ensuit. Parce que jigen ju démé ba gisatu lo xamantene bi warna mëna muñ wala gisatu ko ngir sey bobu da fay joggé rek day tass mo waral sey yu tass yu bari. La dot est devenue une contrainte majeure au mariage. Nombreux sont les garçons pour qui cette dot constitue un barrage pour trouver une femme. Ainsi, ils demandent aux familles de suivre les indications de l'islam concernant la dot. Et nous nous rendons à Saint-Louis pour le parler de l'affaire de la démolition des 2 mosquées sur place. L'école Cheikh Touré de Guet-Ndar a fait les frais de la furie des manifestants. L'édile de la région vient d'offrir un lot de 150 tables bancs à l'établissement pour un retour à la normale des cours. Toutefois, les parents d'élèves ont tenu à attirer l'attention des autorités locales afin que la sécurité de leurs enfants soit renforcée. La correspondance de Gambi Diaye. La mairie de Saint-Louis offre 150 tables bancs à l'école élémentaire de Cheikh Touré de Guet-Ndar pour permettre aux élèves de reprendre les cours. Ceci suite aux actes de vandalisme perpétrés
par des populations mécontentes de la démolition des 2 mosquées de Guet-Ndar dans le cadre du projet Acting exécuté par la mairie de Saint-Louis. C'est ainsi donc qu'il a offert au nom de la mairie un lot de 150 tables bancs, un lot également de jouets, de chaises pour la petite enfance. Le directeur de l'école élémentaire de Cheikh Touré se dit soulagé et précise que la place des élèves, c'est bien à l'école. Donc ça, c'est des choses que vraiment que nous avions exigées pour que les cours puissent démarrer. Parce qu'on sait que l'enfant, sa place n'est pas à la maison, ni encore dans la rue. Sa place est à l'école. Le président des parents d'élèves de l'école Cheikh Touré de Guet-Ndar promet de faire revenir les potaches en attendant de continuer les travaux de réhabilitation. Le problème reste encore presque en entier, parce qu'il y a un problème de sécurité. On n'a ni porte ni fenêtre. Et dès lors que dans des classes comme Guet-Ndar où on n'a pas de fenêtre, c'est difficile d'y travailler. Il y a la sécurité d'abord des élèves, surtout des enseignants. Il faut souligner que l'école élémentaire Cheikh Touré de Guet-Ndar venait d'être restaurée fraîchement avant d'être saccagée. Allons à la découverte de Diogo, c'est dans la région de Thiès, dans le département de Tivaouane. Ce soir, nous nous intéressons à l'horticulture dans cette zone. Sur place, le maraîchage est très prisé. Toutefois, les paysans peinent à écouler leurs récoltes. Chaque année, des tonnes de légumes sont perdues dans cette localité. C'est un dossier réalisé par Mansour Sow. Abdoulaye Dieye peine à cacher son amertume. Ce septuagénaire paysan de son état à Diogo Kër Meteg regarde impuissant sa récolte se détériorer faute d'un manque d'acheteurs. Elle entre dans son 4e mois. Je l'avais planté au début du mois de janvier. Aujourd'hui, c'est arrivé à terme. Mais je ne peux pas récolter pour défaut d'acheteurs. On n'a pas un marché, encore moins de locaux de conservation. Hormis l'oignon, tout le reste se détériore. Avec ces énormes potentialités agricoles, Diogo Kër Meteg, une zone naturelle des Niayes, elle peut constituer à elle seule le poumon économique de la commune de Darou Khoudoss dans la région de Thiès. Diogo Kër Meteg manque paradoxalement de tout, pas de route, ni d'électricité, encore moins de postes de santé. Les paysans se disent oubliés dans les politiques actuelles. On ne gagne plus rien dans l'agriculture. Tout ce qu'on gagne ne couvre même plus nos dépenses quotidiennes. Il faut que l'État nous aide à travers des projets. Nous sommes des paysans, nous n'avons que la terre, mais là nous souffrons vraiment. Nous sommes les oubliés du Sénégal émergent, alors que notre contribution dans le développement du pays est non négligeable. Après des moments de dur labeur, l'heure de la récolte a sonné. Ce moment, qui naturellement devrait être celui de la délivrance, constitue aujourd'hui le plus redouté. Ces paysans doivent faire face à la dure réalité de brader leur récolte à de vils prix. Nous empruntons auprès des banques, mais à la récolte, on ne peut plus solder nos emprunts. Nous sommes obligés de brader notre récolte à des prix insignifiants. Les sacs de choux, on le vend à 2000 francs. On fait plus de 300 sacs sans même avoir 500 000 francs. Ce qui est aberrant alors qu'on emprunte des prêts de plus de 30 millions. C'est vraiment trop difficile. Le sac de choux, nous l'achetons à 2500 francs dans les champs. On paye 800 francs pour le transport. L'aubergine à 2500 et le kilo de piment à 175 francs. Le sac de carottes, nous l'achetons à 12 000 en plus des frais. Situé à quelques kilomètres de Mboro, Diogo Kër Meteg est un village peuplé en majorité de paysans. Dans cette zone, l'horticulture occupe une place de choix. Aujourd'hui, le manque d'infrastructures plombe l'essor de ce secteur, aux grandes dames des nombreux habitants qui s'y activent. Une situation lourde de conséquences pour ces producteurs. Chaque année, ce sont des milliers de tonnes de légumes qui sont en souffrance dans la zone.
La page sport, Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, a été élu ce mercredi pour la deuxième fois consécutive boss du football sénégalais par les rédactions sportives. Sur le plan local, le titre de meilleur footballeur revient à Pape Ibn Ba, auteur de 17 buts. En lutte, Modulo Victorio de Ribordeaux, qui a été distingué. L'élection du meilleur sportif de l'ANPS s'est déroulée ce matin dans les locaux de la RTS. Adia Antedjan était sur place. C'est désormais officiel, les meilleurs sportifs de l'année 2016, Pape Ibn Ba, meilleur joueur local, Sadio Mané va recevoir le ballon d'or sénégalais et le meilleur lutteur est tout simplement le roc des Parcelles Assainies Modulo. Pour cette présente édition, l'Association nationale de la presse sportive n'a pas décerné le prix du meilleur sportif. Une réaction par rapport à cette saison qui a été moussade dans le sport, vous avez vu les Jeux Olympiques, vous avez entendu l'opinion sénégalaise, vous avez eu les échos. Modulo reste le meilleur de sa génération selon ce journaliste sportif et mérite largement ce titre. Il n'a jamais fait de saison blanche. Il a toujours confirmé à chaque fois que même en cas de défaite, il revient, il enchaîne les victoires récemment. Contre Gris-Bordeaux, il a confirmé, donc à mon avis, Modulo mérite vraiment ce titre. Comme on dit, c'est un guerrier, c'est un kharagne. Un des membres du jury nous explique le pourquoi du choix de Sadio Mané et Pape Ibn Ba, qui selon lui ont fait une belle saison. Pape Ibn Ba, je pense que les gens se sont beaucoup plus appesantis sur les statistiques, les résultats, les buts. Voilà, c'est ça aussi le foot. Les gens sont intéressés par. Vous prenez même le ballon d'or européen, tout se passe comme ça. Ça faisait très longtemps qu'un défenseur n'avait plus remporté. Depuis 2006, un défenseur n'avait plus remporté ce prix. Maintenant, ça se joue sur la sensation, les statistiques et les buts. Donc, c'est la même chose au Sénégal aussi. Alors, concernant Sadio Mané, je pense que c'est sans surprise. Il succède à lui-même parce que Sadio, c'est actuellement le meilleur joueur sénégalais, je m'exprime. Vous prenez la CAF, hein, il est déjà dans la liste des nominés de la CAF pour le Ballon d'Or aussi. Comme à l'accoutumée, l'Association nationale de la presse sportive récompense les meilleurs sportifs de l'année. À l'occasion, des trophées spéciaux seront décernés aux anciens sportifs. L'événement est prévu le 18 décembre de 9h à 13h au Théâtre national Daniel Sorano. Parlons Ligue 1. Niaritali a corrigé le Casa Sport de Ziguinchor par 4-0. C'était ce mardi au stade d'Amba Diop. Une défaite qui fait chuter les Ziguinchorois de la première place désormais occupée par l'équipe du Djaraf qui a fait un match nul 1-1 contre Génération Foot à Deni Biramdao. On note également la première victoire de la saison de Djambar 2-1 face à Luso. Les temps forts de cette troisième journée avec Sambo Biag. Cette troisième journée a été surtout marquée par cette défaite 4-0 du Casa Sport face à Niaritali au stade d'Amba Diop. Cette victoire des Dakarois constitue une confirmation car l'équipe ziguinchoroise avait perdu 3-0 la saison dernière contre son adversaire du jour en finale de la Coupe du Sénégal. Avec cette défaite justement, la Ligue 1 trouve un nouveau leader, il s'agit du Djaraf de Dakar. L'équipe de la Médina, qui compte 7 points, a pris les devants à la faveur de son nul 1-1 face à la Génération Foot à Deni Biramdao. Dans les autres matchs, Teungueth FC a battu Mbour Petite Côte 3-0. Djambar a enregistré son premier succès de la saison en gagnant devant l'US Ouakam 2-1, alors que le stade de Mbour a dominé Guédiawaye Football Club 2-0. L'AS Douanes a enregistré son premier point de la saison en faisant nul 1-1 contre l'US Gorée, tandis que dans le derby du Nord à Louga, le Ndiambour et la Linguère ont fait match nul 0-0. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez à 20h30 BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.
Sadio was coming from, he began as a football player in our academy in Dakar, Génération Foot. It's a wonderful place with wonderful pitches. Comme ce qui se fait de mieux dans le monde. Aider ces gamins qui sont vraiment laissés en rade. On reconnaît on est un pays pauvre, mais on est très riche en talent ici en Afrique. C'est moi qui ai lancé avec ma modeste personne Sadio Mané. C'est moi qui est allé dans les sélections au Sénégal. Personne ne le connaissait. Pour lui dire attention, nous avons un phénomène. L'année qu'il est allé au CMS, he was arriving in winter and he never saw snow. He never knew such loud temperature. And so after a few months, I think as he was injured, he couldn't play. Did you ever feel like quitting, like going back to Senegal and saying, right, I've had enough, I want to go back home? Yeah, the beginning in my head to go back home. It was to go back home, but I remember my first game also. It was not easy. After 25 minutes, I came out. I was crying this day after the game. We had to give him this self-confidence to say, okay, no, that's normal. It's difficult. It would be difficult for me to come in Senegal. Everything would change for me. It would be the same. When I was injured as well, he always talked to me, and it was, as a father, he helped us too much. So I want to thank for all he did for us. Our players here, when they have a problem, they go to